Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce samedi 8 janvier 2022, dont voici le sommaire. Un certain Célestin Nahiraja, membre du parti CNR de la colline Rusiga, zone commune Rugombo, en province de Cibitoke, est en train de subir des tortures au cachot du service de renseignement dans cette province depuis jeudi dernier. Sa famille demande aux défenseurs des droits de l'homme ainsi qu'au président de la République d'intervenir afin que le dossier soit relâché. Au sommaire également, les enseignants vacataires de la province de Muyinga réclament 6 ans d'impayés de leurs indemnités. Ils disent avoir donné leur numéro de compte bancaire comme on leur avait demandé, mais jusqu'à présent rien n'a été fait et ils menacent ainsi d'abandonner le travail. Certains produits alimentaires se raréfient dans différentes provinces du Burundi et là où on en trouve, ils s'achètent à des prix exorbitants. Vous aurez les précisions dans cette édition. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Un commerçant prénommé Ezekiel exerçant au marché de la zone Mugano en commune Giterani de la province de Muyinga a été décapité sur la colline Rugese dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon nos sources en zone Rugano, ce commerçant avait été appelé par une personne désireuse de lui rembourser une somme de 300 000 francs burundais. Les mêmes sources précisent que ce commerçant a été tué dès son arrivée sur le lieu d'appel. Pour le moment, la personne qui a appelé la victime se trouve dans les mains de la police. Toujours en page sécurité, menaces et intimidation envers les membres du parti CNL de la colline Kilekura en zone Maramvia de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura dans le but de les contraindre à adhérer de force au parti CNDD-FDD. Comme auteur de ces intimidations, les responsables des Imbonerakure sur cette colline, ces derniers vont jusqu'à proférer des menaces de mort au cas de résistance à embrasser le parti au pouvoir. Le détail avec Eroge Kwizera. Richard Niyonzima, le responsable des Imbonerakure en commune Mutimbuzi, habitant sur la colline Kilekura, Innocent Kizimana, alias Dogosiri, responsable des Imbonerakure sur la colline Kilekura, et son adjoint, Ezekiel Naishimie, constitue un cauchemar chez les membres du parti CNL de la colline Kilekura. Selon les informations en provenance de cette colline, ces 3 hommes proviennent toujours aux membres du CNL que si jamais ils n'accepteraient pas d'adhérer au parti CNDD-FDD, ils seront lancés à la manière de traiter de les représentants. Il continue à les prévenir que si jamais ils continuent de refuser à adhérer au parti au pouvoir, ils seront traqués et subiront une mort atroce. Ici, il les rappelle que les responsables continuent à être tués. Ils évoquent Eric Bomirakiza, à qui il comptait et qu'il a été tué, Matata et Mutusi, qui sont les aînés du parti qui ont été assassinés, ainsi que d'autres qui subiront le même sort. Des habitants de la colline Kilekura demandent aux autorités administratives de faire en sorte que ces Imbonerakure soient mis d'ordre avec la situation nous dégénère. Nous demandons aux autorités communales, provinciales et l'institution du président de la République et le président lui-même de faire asseoir ces Imbonerakure et les remettre dans le bon chemin car la situation peut mener à une guerre interne suite à ces agissements des Imbonerakure. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Simeo Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi, Eloge Kwizera. Parlons aux droits de l'homme à présent. Elle écrit au secours pour un dossier qui est en train de subir de torture au cachot du service des renseignements en province de Cibitoke. Il s'agit
s'agit de la famille de Célestin Nairaja, un membre du parti CNL de la colline Rusiga, zone et commune Rugombo en province de Cibitoke. Il a été enlevé jeudi par les Imbonerakure avant d'être conduit au cachot de la documentation. Cette famille demande aux défenseurs des droits de l'homme ainsi qu'au président de la République d'intervenir afin que le dossier soit relâché, d'autant plus que sa santé n'est pas bonne suite à la torture qu'il subit. Le détail avec Francine Mahon. Certains membres de la famille de Célestin Nairaja, responsable du parti CNL sur la colline Rusiga en zone Rugombo, également conseiller coroner sur la même colline, indiquent que le lait se trouve actuellement au cachot de la documentation de province Cibitoke. Il crie au secours pour Célestin Nairaja car il est en train de subir de graves tortures dans ce cachot de la documentation. Après son enlèvement par Ndoingoma, responsable des Imbonerakure sur la colline Rusiga, nous avons entendu qu'il est incarcéré au cachot des services de renseignement de Cibitoke, dont le responsable est Ahmed Nabil. Dans une petite chambre où est détenu, il est en train de subir de graves tortures au point qu'il ne peut pas s'asseoir. Sur ses fesses, il y a des marques comme celles de brûlure. Ce qui le torture sont des policiers, dont un certain Mohitira, qui est agent de transmission du responsable de la documentation à Cibitoke. La famille de la victime demande aux défenseurs des droits humains, surtout au président de la République, d'intervenir pour sauver la vie de Célestin Nairaja et d'arrêter les auteurs. Nous nous sentons mal car il est inconcevable de voir une personne arrêtée par des gens connus et puis portée disparue. On vient de le trouver là où il est en train d'être torturé. C'est pourquoi nous demandons au président d'intervenir pour sauver le nôtre. Il faut qu'il éradique ce comportement des gens qui torturent les autres, comme il le dit souvent dans ses discours. S'il y a une personne qui a commis un forfait, qu'il soit traduit en justice et s'il est innocent, qu'il rentre tranquillement. À ce propos, nous avons essayé de joindre Ahmed Nabil Sindaigaya, responsable des services de renseignement dans la province de Cibitoke, mais sans succès. Merci à toi aussi Francine Mahoro. Après cette petite transition, nous parlons éducation. Lamentation chez les enseignants vacataires de la province de Muyinga pour cause des indemnités impayées pendant 6 ans. Ces enseignants disent avoir donné leur numéro de compte bancaire comme ils leur avaient demandé, mais que jusqu'à présent rien n'a été fait. Ils menacent ainsi d'abandonner le travail, quoique le directeur provincial de l'enseignement tranquillise. Le détail avec Emma Benishim. Certains des enseignants vacataires dans la province Muyinga qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils viennent de passer 6 ans sans percevoir leurs indemnités. En le génie, s'observe chez les enseignants vacataires qui bénéficient du salaire auprès des parents d'élèves. L'un des enseignants explique. Le lycée islamique a 3 vacataires dans la section économique. Il avait aussi 3 vacataires dans la section scientifique. Mais comme ils sont au centre-ville et les parents des élèves ont des moyens, ils sont payés par les parents. Il y a aussi le lycée communal Chumba. Là aussi, il y a 3 vacataires, mais eux ne sont pas payés par les parents. Ils attendent l'argent du gouvernement. Mais cette fois-ci, on les a oubliés. Ça fait 6 ans que les vacataires ne bénéficient pas de leur salaire dans tout le pays. Ils ont eu le dernier salaire en 2016. Ces enseignants vacataires ajoutent qu'il y a 6 mois qu'ils aient donné leur numéro de compte bancaire dans l'espoir d'être régularisés, mais en vain. Désespérés, ils menacent d'abandonner le boulot. Le chargé des finances au ministère de l'Éducation a récemment dit que les vacataires de la mairie ont perçu leur salaire, mais il a menti. On nous a demandé les numéros de compte, mais ça fait déjà 6 mois que nous attendons. Nous sommes vraiment découragés. Nous allons abandonner cette activité, bien que le directeur provincial de l'enseignement essaie de nous tranquilliser. Les enseignants vacataires de la province Muyinga demandent que les indemnités soient débloquées, d'autant plus qu'ils avaient patienté aussi longtemps que possible. Nous n'avons pas encore pu joindre Blaise Pascal Misago, directeur provincial de l'enseignement à Muyinga. En fait, il s'explique à ce sujet. Toujours en page éducation, les représentants des enseignants à travers les 9 syndicats viennent d'adresser un mémorandum au gouvernement en signifiant qu'ils sont préoccupés par la lenteur du gouvernement dans la résolution du problème lié à la politique salariale.
À travers ce mémorandum, ces syndicats dénoncent également la pratique du gouvernement d'organiser un test pour les enseignants dans le but de sélectionner ceux qui méritent un perfectionnement. Selon ces syndicats, cela est contraire à les règlements. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Dans un mémorandum de 5 pages, les représentants des enseignants à travers leurs syndicats dont SLEB, TEB, CONAPES, SINAPEP, SINATEF, CIPESBU, SINATEM, CIGPBU, CIPEB et SINAEB déplorent la façon dont le gouvernement accuse les enseignants d'être à la source de tous les problèmes qui hantent le secteur de l'éducation au Burundi. Selon ces enseignants, le gouvernement fait tout ceci dans le but de détourner l'attention de ces enseignants sur leurs réclamations, surtout le problème de la politique salariale qui vient de faire 2 ans. Selon ce mémorandum, le problème de la politique salariale est l'une des questions majeures de ces enseignants. Ces derniers indiquent que le gouvernement leur a donné des promesses tant de fois sans les honorer jusqu'à présent, ce qui fait que les enseignants n'améliorent pas leurs conditions de vie. En plus, les mêmes syndicats accusent le gouvernement de ne pas les faire part dans la prise des décisions qui concernent le secteur éducatif, alors que ce sont eux qui sont sur terrain et qui voient ce qui ne marche pas, de même ce qu'il faut faire. L'autre facteur qui déplore ces syndicats, l'organisation des tests pour les enseignants dans le but de sélectionner ceux qui méritent le recyclage. Selon ces syndicats, l'organisation des tests de niveau à l'endroit des enseignants est une forme de les culpabiliser et une fuite en avant devant le droit de travailleurs. De plus, selon toujours ces syndicats, cette pratique est contre le règlement des travailleurs dans son article 6, alinéa 8, qui stipule que le fonctionnaire a droit au perfectionnement professionnel et une adaptation permanente aux besoins nouveaux de l'administration publique, et chaque ministère inscrit le financement de cette activité dans son budget annuel. Parmi les recommandations, les représentants de ces syndicats demandent au gouvernement d'adopter dans le court terme la politique salariale équitable et qui conditionne indubitablement le déblocage de la carrière et autres avantages y afférents, ce qui réduira les lamentations des enseignants. De surcroît, ces syndicats demandent que le gouvernement sursoie à la mesure d'organiser le test conditionnant le perfectionnement des enseignants en attendant qu'il y ait un dialogue urgent entre les partenaires sociaux sur la question au risque de démotiver les enseignants. Merci à toi aussi, Dani Claire. Et la trouve. Parlons aux sociétés à présent. Les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter, ce qui par conséquent fait que la vie se difficile davantage chez les habitants de la mairie de Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils espéraient à la baisse de ces prix après les fêtes de fin d'année. Un reportage signé Elodie Diveremech. La flambée des prix des produits alimentaires s'observe encore selon les habitants de la mairie de Bujumbura. Comme l'indique cet habitant de la ville, actuellement, il y a même des prix de certaines denrées qui ont doublé. La farine de manioc dite Nyange se vendait à 600 francs rondés le kilogramme, mais elle est à 1200 francs actuellement. Pour la farine de manioc dite Ikibunde, le prix actuel est de 2000 francs le kilogramme, alors qu'elle était à 1500 francs. Et c'est le même cas pour la farine de maïs qui s'achète à 2000 francs, alors que le prix était fixé à 1500 francs. Le kilogramme de riz censé être le moins cher se vend à 2600 et le plus cher à 3200 francs. La sauce tomate qui s'achetait à 700 francs rondés est à 900 francs actuellement. Le prix d'un bidon d'huile de palme de 20 litres qui était fixé à 60 000 francs rondés a grimpé jusqu'à 90 000 francs rondés actuellement. Pour l'huile de coton, le prix d'un bidon était de 80 000 francs et maintenant c'est 130 000. Ces habitants font savoir que cette flambée des prix persiste alors qu'il n'y a aucune amélioration financière dans leurs conditions de vie. Ils sollicitent ainsi l'intervention du gouvernement. Actuellement dans les ménages, on mange une seule fois pour survivre. On constate que c'est une situation qui durcit la vie des citoyens. Nous demandons au gouvernement d'agir vite car notre avenir est très douteux.
À ces propos de certains habitants de la capitale économique du Burundi, la rédaction de la RPA a téléphoné Marie-Chantal Nijimbere, mais son téléphone était injoignable. Toujours à ce chapitre, pénurie de sucre en province de Gitega depuis un peu plus d'une semaine. Que ce soit au marché central de Gitega, que ce soit dans les boutiques et alimentations, cette denrée n'est plus disponible. Si on en trouve quelque part, un kilo coûte entre 4 000 et 5 000 francs burundais et dans la discrétion totale. La population se lamente de la dite pénurie. Le point avec Hervé Seigneur Mungue. Depuis une semaine, le cycle se bat entre 4 000 et 5 000 francs au kilo dans la province de Gitega et c'est que cette denrée est disponible, elle est distribuée aux fidèles et en toute discrétion. C'était disent être prêt à l'acheter à 10 000 francs le kilo, mais le problème est que même lorsque le cycle est disponible, il se bat en clandestinité à l'instar de la drogue. La population se plaît des commerçants en général. Ces derniers, conscients du débit de la pénurie, ils ont commencé à cacher les stocks dans le but de la spéculation qui se fait dans la vente de cette denrée dans la clandestinité. D'un autre côté, c'était comme ça qui se sont entretenus avec la RPA, demande de satisfaction de la population à l'égard l'épuisement des stocks de sucre et par après, ils n'ont pas pu procéder à de nouveaux stocks suite au manque de marché d'approvisionnement. Pour le moment, ceux qui s'étaient approvisionnés en grande quantité consomment encore le thé, mais dès qu'il y aura fermeture de les stocks, ils indiquent qu'ils ne savent pas à quel se sauver. Quant aux consommateurs en manque de sucre, ils ont complètement abandonné le service du thé. Ces dotés de moyens ont remplacé cette denrée par le miel au grand bonheur des fournisseurs de son miel. Un demi-kilo de miel est vendu entre 6 000 et 7 000 francs burundais. Les consommateurs du miel disent substituer le demi-kilo à un kilo de cette denrée rare. Pour le reste des nantis, ils remplacent le thé par des limonades ou encore le jus vendu dans des bouteilles en plastique. La population de la capitale politique du pays plaide ainsi pour la disponibilité permanente du sucre, à défaut de quoi favoriser l'importation de cette denrée alimentaire de première nécessité. Merci à toi aussi, Hervé Seigneur Mungue de Gitega, pour nous rendre au sud du pays, précisément à Rutana, où les vendeurs de produits Blaroudi en zone Gitaba de la commune et province de Rutana se plaignent des pratiques des employés de SSD chargés de les approvisionner. Des pratiques qui consistent à servir uniquement l'herbe buvette et la petite quantité de boissons qui reste est vendue à des prix exorbitants. Le point avec Eric Nyonzima. Ces vendeurs de produits Braroudi de la zone Gitaba en commune et province de Rutana déclarent se trouver 6 mois en état de pénurie. Selon nos sources à Gitaba, en cas de disponibilité des boissons au point d'achat du SST, celles-ci sont acheminées dans les buvettes des travailleurs du SST et peu qui reste est vendu à un prix exorbitant. Écoutez un parmi ces vendeurs. Quand la bière est disponible, elle est acheminée dans les buvettes, travaille à un cabaret à Gitaba. Innocent et Dieudonné ont le cabaret à Rutana. Quand ils ne nous approvisionnent pas, ils vendent les boissons à des prix exorbitants à des distributeurs Sylvecorine. Un casier à 16 500 normalement est vendu à 17 000. Un casier d'Amstel à 20 800 est vendu à 23 000 francs et 24 000 francs. Celui qui vend à ce prix est puni par la loi en payant des amendes. Ces vendeurs de produits ajoutent que d'ici peu, ils vont manquer de moyens pour payer le loyer, au cas où la pénurie perdurerait. Nous ne pourrons pas payer les maisons louées parce que nous manquons de boissons pour les vendre, obtenir des bénéfices et ainsi payer ces maisons. Ces vendeurs demandent à l'autorité administrative de trouver la solution à ce problème. Ils lancent également un appel à la Braroudi, producteur de ces boissons, de prendre l'affaire en main. La rédaction de la RPA a contacté les 3 travailleurs du SST incriminés et l'administrateur de la commune Rutana, mais tous n'ont pas été joints. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima, après cette petite transition sur le mini magazine au cœur de la société. RPA. La justice burundaise est compétente pour juger le crime de génocide qui aurait été commis en 1972. C'est à cette question que le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui va tenter de répondre. À la présentation, c'est Emile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Après la qualification de génocide par la CVR des crimes qui auraient été commis contre les Hutus en 1972, le président de la République a récemment dit que même la justice burundaise était compétente pour juger de tels crimes. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 8 janvier 2022, nous allons analyser ce que dit la loi évoquée par Évariste Ndayishimiye sur de tels crimes. Vous êtes avec Emile Niwasumba. Dans la conférence publique du 29 décembre dernier, répondant aux journalistes qui lui demandaient s'il ne fallait pas faire recours aux mécanismes internationaux pour qualifier et juger les crimes de génocide tels que prévus par l'accord d'Arusha, le président Évariste Ndayishimiye a dit que la justice burundaise avait la compétence pour se charger des crimes de génocide qui auraient été commis en 1972 au Burundi. Je ne connais pas ce article qui dit que c'est l'ONU qui doit qualifier cela. Vous êtes là, vous faites vos politiques et vous affirmez du n'importe quoi. Le code pénal burundais prévoit des sanctions contre le crime de génocide. Il faut que vous compreniez que la communauté internationale n'est pas un tribunal du Burundi. Les gens se trompent beaucoup. L'ONU, ce n'est pas le gouvernement du Burundi. C'est le gouvernement du Burundi qui sanctionne les crimes commis sur son territoire. Le Burundi est un pays indépendant qui a ses lois. Celui qui les viole doit être puni selon les procédures du Burundi. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Comme vous le savez, autrefois, le crime de génocide n'était pas reconnu et réprimé par le code pénal du Burundi. Mais aujourd'hui, ce crime, le code pénal le réprime. Donc, c'est le Burundi qui saura comment traiter le dossier et non l'ONU. Mais le juriste Dieudonné Bashirahishize n'est pas du tout d'accord. Il évoque la non-rétroactivité de la loi. Il y a un principe sacro-saint en droit pénal qui est le principe de la légalité des délits et des peines. Pour sanctionner quelqu'un en raison de ses infractions, il faut que la loi soit inscrite dans la loi répressive au moment où les actes ont été commis. Or, pour ce qui concerne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide, il y a une loi de 2003 sur la prévention et la répression des crimes de génocide. En son article 1er, c'est cette loi-là qui a introduit dans le système interne ces infractions et leur mode de répression. En tenant compte donc de cette date clé, on voit mal comment la justice burundaise pourrait poursuivre sur base de ces accusations, alors que l'introduction n'est intervenue qu'à travers la loi de 2003, qui a été introduite dans le code pénal à partir de 2009. L'article 39 revient sur la non-rétroactivité de la loi pénale, ce qui complique en effet sur le plan légal l'organisation des procès au Burundi. Si la justice burundaise force et poursuit les présumés auteurs de ces crimes, quelles en seraient les conséquences? C'est l'autre question posée à Maître Dieudonné Bashirahishize par nos confrères de la radio Inzamba et la télévision Renaissance. On peut forcer tout, il y a toujours des procès qui sont fomentés. Le problème, c'est que ça ne sera jamais perçu comme des procès équitables qui respectent les principes élémentaires en matière de jugement, du respect du droit à la défense. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, vous vous souviendrez qu'il y a eu des procès en 65, en 69 au Burundi, il y a eu des procès en 72. Est-ce que ces procès étaient équitables? C'est toute la question, c'est toute l'analyse qu'il faut faire. Est-ce qu'on veut rééditer d'autres procès qui auront toujours la marque de procès revanchards, ou bien on veut évoluer et chercher un tribunal international qui pourrait juger réellement après avoir enquêté de façon impartiale dans le but de réconcilier les Burundais. Si le but ultime est réellement la réconciliation, il faudrait qu'on cherche un tribunal neutre qui est par ailleurs le seul matériellement compétent, mais ils peuvent bien forcer, mais ça sera une longue liste d'autres procès qui ne seront pas jugés comme équitables, et ça sera une façon de retarder la véritable réconciliation alors que les Burundais l'attendent de tout leur vœu.
Les dispositions relatives aux crimes de génocide ont été insérées dans le Code pénal de 2009. Ils sont également dans le Code pénal de 2017 où dans ces articles 202, 203, 204 et 205, ceux qui ont une responsabilité dans les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre encourent entre autres peines la perpétuité. Mais pour les crimes de 1972 évoqués par la Commission Vérité et Réconciliation, vous l'auriez compris, le Code pénal burundais de l'époque ne les prévoyait pas. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 8 janvier 2022. Merci de nous avoir suivis. Émile Nibassumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Émile Nibassumba. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. Onésime Dushimagidze était à la présentation. Je vous souhaite un beau week-end.